Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à la chronique de Rufy. Aujourd'hui, nous allons parler de l'échec. L'échec peut se définir comme un résultat négatif d'une tentative ou d'une entreprise, comme une défaite. Échouer renvoie à la moquerie, à la honte dans certaines cultures. Pourtant, il y a des échecs qui nous passent des messages plus profonds et utiles pour le futur. Parfois, un échec nous enseigne qu'on n'est pas encore suffisamment mûr ou préparé à une situation, ou alors qu'on s'acharne au mauvais endroit, qu'on investit dans le mauvais domaine, ou alors qu'on s'y prend de la mauvaise manière. Comment lire entre les lignes d'un échec ? Que faire pour en sortir la tête haute et armée pour la suite ? La chronique de Rufy, c'est tout de suite. L'échec. Un mot qui n'est pas entendu avec grand plaisir chez l'humain. Il a toujours une connotation dévalorisante, et ce, depuis toujours. Il me souvient encore qu'à une certaine époque, à l'école primaire notamment, le jour de la remise des bulletins sanctionnant la fin d'année scolaire, il arrivait très souvent que les élèves qui avaient brillé par le privilège d'avoir une note supérieure ou égale à 10 sur 20 se plaçaient d'un côté tandis que de l'autre se trouvaient les élèves qui avaient eu des notes en dessous de la moyenne. Ces derniers étaient alors à l'honneur du déshonneur. À plus d'1 kilomètre de l'établissement scolaire, on pouvait percevoir un brouhaha qui provenait d'une chansonnette fredonnée à tue-tête qui ne nous quittait plus de toute la journée une fois écoutée. Ouh, échoué, ouh, échoué. Ou encore ouh, paresseux, ouh, paresseux. Les enfants braves accompagnaient ces petits chants adressés à ceux dits paresseux justement, d'une gestuelle tendant parfois à de la provocation physique, en plus de l'aspect verbal déjà assez lourd pour certaines des victimes, qui s'illustraient par des visages baissés et des pleurs, traduisant leur honte et extrême gêne. Inutile de donner un aperçu de la suite du traitement réservé à cette catégorie d'élèves une fois arrivés au domicile familial. L'humiliation se poursuivait alors sous plusieurs formes différentes. Une chose était sûre, le dicton des enfants à l'approche de la remise des bulletins de fin d'année scolaire portait tout son sens, notamment celui qui disait « Le jour des résultats, les larmes vont couler ». Issu d'un environnement semblable à celui-là, l'échec, c'est l'horreur, la fatalité. Pourtant, il serait peut-être moins déprimant, voire moins démotivant, de chercher en cette opportunité manquée que peut représenter un échec la clé d'un rattrapage, d'une amélioration, le chemin vers la victoire. Et si l'on regardait un peu de l'autre côté de la glace ? Nul besoin de préciser que le succès reste et demeure la finalité recherchée dans toute action ayant pour objectif l'accomplissement d'un désir, d'une mission. Il est donc question de se donner à 120% en y usant de tous les moyens dont l'on dispose afin d'y arriver. Seulement, l'une des possibilités envisageables demeure le non-aboutissement aux résultats escomptés, et ce parfois malgré un investissement aussi acharné qu'il puisse l'être. Devrait-ce pour autant être la dernière tentative ? Bien sûr que non. À quelques exceptions près, réessayer en vaut généralement le coup. Mais attention, pas tout de suite.
Au préalable, il y a généralement 2 étapes qui pourraient favoriser une nouvelle tentative pleine de succès. Premièrement, il faudrait sortir du déni. Cette chose qui a le don de nous éloigner de la réalité. Ce refus permanent de se rendre à l'évidence qui ne repose que sur un souhait, un espoir, mais plus rien de concret ni de palpable, juste sur du rêve. Sortir de ce refuge trompeur qui donne une assurance virtuelle est donc un pas vers une possible réussite future. Cette phase, je l'appellerai l'acceptation. Reconnaître que j'ai échoué, reconnaître que je n'ai pas été à la hauteur, reconnaître que les circonstances n'ont pas joué en ma faveur. Accepter de lâcher prise et se convaincre que confesser son échec, l'admettre, ne fait pas de moi une personne incapable ni incompétente. Cela ne m'attribue non plus le grade de nullissime. Que non. S'avouer son échec ouvre plutôt la voie à l'identification du ou des potentiels freins à son succès. Il est question de s'interroger sur ce que l'on aurait aimé atteindre et qui n'a pas pu être réalisé cette fois. D'aucuns se disent qu'il serait honteux de se lamenter après un échec. Pourtant, extérioriser sa déception ne peut être que bénéfique pour l'âme, dans la mesure où on se libère d'un excédent d'émotions susceptibles de nous faire plus de mal si on les garde enfouis en nous. Une fois passée l'étape de l'acceptation, vient la phase de l'introspection. Dans cet arrêt, le but recherché est celui de trouver des éléments pouvant me permettre d'identifier ce que j'ai moins bien fait, ce que j'aurais pu faire mieux et comment j'aurais pu le faire afin d'éviter cette déception. C'est une sorte de repli sur soi-même qui nécessite beaucoup de discipline personnelle et une esquisse d'objectivité. Le rejet de la faute sur des facteurs externes ne sied pas à cet exercice qui interpelle plutôt le sujet à se focaliser sur soi-même, notamment à s'examiner afin d'en tirer des bénéfices susceptibles de lui être utiles pour la suite. Il est donc question de réapprendre à se connaître, de chercher à se comprendre, de trouver les raisons d'un tel comportement, voir les origines proches ou lointaines d'une certaine attitude. La plupart de nos vices, de nos faiblesses, ont une origine lointaine, justement. Parfois, très lointaine même. Avoir connu des maltraitances excessives, par exemple, dans l'enfance, pourrait produire 2 personnalités possibles chez l'adulte. Il peut en devenir auteur ou alors en avoir horreur et détester toute brimade, quelle que fût sa forme. Je me souviens d'un jeune homme qui avait l'habitude d'user de la violence sur sa partenaire. Cette dernière ne l'avait jamais fait soupçonner à qui que ce soit. Pourtant, en public, les dires de ce dernier, que nous appellerons ébaudé, sur la thématique de la violence, étaient on ne peut plus fermes. Ébaudé disait à qui voulait l'entendre qu'une femme, on la cajole, on ne l'intimide point. Il affirmait avoir en horreur des hommes qui se livraient à un tel exercice qu'il qualifiait lui-même d'inhumain. Les paroles d'Ébaudé étaient accompagnées des gestes d'extrême attention qui poussaient même l'entourage de ce couple à en faire une référence. Jusqu'au jour où des révélations troublantes surgirent, mettant à nu ce mal que portait le compagnon agressif en lui. Loin, mais alors très loin de vouloir donner l'impression de justifier un acte aussi odieux et répréhensible, autant sur l'aspect moral que juridique, il était plus qu'important de comprendre cette contradiction.
La recherche d'une explication à cette énigme put nous mener à son enfance. Il se trouve que M. Ebodé avait grandi avec un géniteur excessivement violent. Personne n'en avait été épargné. Sa maman, tout comme ses frères et lui, avaient vécu d'interminables brimades, autant physiques que verbales, de leur bourreau. Ebodé s'était alors promis et juré dès son adolescence de ne jamais poser la main sur qui que ce soit et de donner de l'affection à toute personne qui aurait eu la chance de le côtoyer, car il savait ce que le dénigrement continu et les bastonnades pouvaient avoir comme effet sur l'âme de la victime. Malheureusement pour son épouse et lui-même, il ne fut pas capable de ne pas faillir à ce serment personnel et auquel il tenait tant. Dans un environnement paisible, il y arrivait pourtant. Il parvenait à donner une extrême affection à son entourage. Cette attitude disparaissait très souvent pendant des périodes de crise. L'animosité tant refoulée reprenait alors le dessus lorsqu'il devait faire face à la moindre contradiction ou au moindre mot, voire à la moindre attitude de sa partenaire. Les origines de son mal étaient bien plus profondes. Elles étaient justement à chercher dans son enfance. En lui se menait un duel de taille duquel il lui était pratiquement impossible de sortir gagnant sans aucune aide professionnelle. Et oui, c'est aussi à cela que devrait servir la phase d'introspection. Dans cette autopsie, une fois le mal et son origine identifiées, place à l'action. Celle-ci peut se réaliser dans les cas les plus complexes avec de l'aide de nos proches ou d'un spécialiste en la matière. Dans le meilleur des cas, elle se fait par soi-même. À l'issue de cet arrêt, il serait hâtif de se jeter dans de nouvelles aventures sans avoir au préalable retenu des points précis à soumettre à une amélioration progressive et effective. Ceci nous mènera donc à la phase ultime, notamment celle du travail sur soi-même. Le but principal ici consiste à l'amélioration des failles identifiées au préalable. Ceci me rappelle l'histoire de Mirabelle. Mirabelle était une jeune dame qui ne parvenait pas à s'affirmer dans sa carrière professionnelle. Elle exerçait dans le domaine du service après-vente et n'était pas reprochable sur le plan de son travail. Seulement, elle avait du mal à s'affirmer et à imposer le respect de son entourage, précisément de ses collègues. Ces derniers la sollicitaient pour la moindre tâche, au point où celle qui lui était assignée avait généralement du retard auprès de sa hiérarchie. Mirabelle tenait tellement à plaire à tout le monde, au point de ne pas prioriser ses propres tâches. Son entourage, qui savait qu'elle était toujours disponible et prête à aider, ne se privait pas d'abuser de cette hyperdisponibilité. Résultat des courses, Mirabelle multipliait les périodes d'essai dans différentes entreprises et ne parvenait pas toujours à se focaliser sur l'essentiel, jusqu'au jour où, dans sa vie sentimentale, le déclic se produisit. Éboué, son partenaire dut la quitter en lui disant, je cite, « Tu n'es pas authentique, Mirabelle. Tu n'as pas de personnalité. Va d'abord chercher qui tu es vraiment à l'intérieur de toi-même. Ensuite, on pourra peut-être reparler de nous deux. » La jeune dame eut besoin de plusieurs semaines pour comprendre ce que lui reprochait réellement son compagnon. Elle avait pourtant toujours fait tout ce qu'il désirait. Elle avait même renoncé à ses passions afin de se consacrer à cet homme tant aimé. Mais comment pouvait-il dire de telles choses ?
Mirabel ne comprenait pas. Entre colère et déception, Mirabel s'isola. Elle se coupa du monde dans un premier temps. Elle ne sortait plus, ne voulait plus rien faire. Mirabel déprimait. Elle pensait que le ciel lui tombait dessus. Elle se sentait si incomprise, utilisée de tous. Ah ah! Utilisée de tous. Elle venait de toucher là l'abcès sans même en soupçonner la profondeur. Dans son processus de prise de résolution, elle se promit de se mettre enfin au centre de ses propres préoccupations. Elle fit près de 3 semaines sans aucun contact avec le monde extérieur. Une fois sortie de son autoconfinement, Mirabel se rendit compte que le monde pouvait bien s'en sortir sans elle. Ses copines avaient bel et bien survécu à son absence, sa famille aussi. Elle comprit alors que les nombreux appels au secours de ces derniers, l'amenant généralement à placer la supposée détresse de son entourage à la tête de la liste de ses priorités, étaient absolument à revoir. Mirabel apprit alors à dire non quand il le fallait. Aujourd'hui, 6 ans après ce déclic, Mirabel avoue travailler sur cette faiblesse tous les jours face aux situations qui le nécessitent. Elle affirme que c'est un exercice qu'elle ne compte pas lâcher jusqu'à ce qu'elle le considère comme une innée, précisément comme faisant partie de sa nature. Et vous? Comment faites-vous face à l'échec? Quelles sont vos méthodes pour en sortir grand et armé pour le futur? Surtout ne l'oubliez jamais. Tenir tête à un échec, c'est l'accepter tout d'abord. Se lamenter ensuite s'il le faut, mais tout en restant debout et déterminé à identifier ce qui a empêché la réalisation de l'objectif visé. Lorsque ceci a été fait, recherchez le perfectionnement de cette faille en soi qui a tant contribué à nous éloigner de la réussite. Cette victoire, tant chérie, et dont l'on ne se rapproche lentement mais sûrement qu'en corrigeant, et ce de manière durable, ces failles. Je suis Ghislaine Béa Ladjoufat pour Vocalis. À très bientôt pour une nouvelle chronique. Au revoir.